va reparler de l'affaire Kenji. Alors là, aujourd'hui, c'est fou. Ce qui s'est passé, je vous dis, c'est complètement incroyable. On va revenir sur toute la conférence de presse du procureur. Que s'est-il vraiment passé? Toutes les réponses, vous les aurez ce soir, enfin, de nombreuses réponses en tout cas. C'est le gros dossier du jour, bien entendu, dans la nuit de dimanche à lundi, vous le savez tous. Dimanche dernier à Biscarrosse, Kenji a été grièvement blessé par balle. Il a eu plusieurs rebondissements. D'abord, la déclaration de Kenji qui affirmait que c'était un accident avec une arme qu'il aurait achetée dans une brocante la veille. Puis ensuite, l'ouverture d'enquête pour tentative d'homicide volontaire. Aujourd'hui, donc, le procureur de Mont-de-Marsan s'est exprimé lors d'une conférence de presse et a tout raconté en détail, mais c'est incroyable, vous allez voir, sur ce qui est arrivé à Kenji. Il a fait de très nombreuses révélations, on va tout vous raconter, tout bien sûr, vous disséquer avec Michel Marie, qui est là et qui est pied au plancher, j'ai envie de dire. Merci, très heureux de vous voir, comme d'habitude, Michel. Merci, Cyril. C'est toujours un bonheur de voir quelqu'un de beau et d'intelligent. Olivier Janson, donc procureur de la République de Mont-de-Marsan, s'est exprimé à 15h. Il a d'abord raconté comment l'affaire a commencé. Écoutez, regardez, tout est fou. On a 30 extraits à vous montrer, 30 extraits plus fous les uns que les autres. Regarde. C'est le SAMU qui a été appelé le premier à 5h24 pour une intervention urgente concernant un homme blessé. Donc un médecin procède à un certain nombre de questions à 5h31. À 5h42, un équipage de 3 pompiers arrive dans le camp. À 5h38, le centre opérationnel de la gendarmerie des Landes est avisé par les pompiers d'une suspicion de découverte d'une personne blessée par balle dans ce camp des gens du voyage. Alors là déjà, bon, on met les choses en place, c'est rien de ce qu'on ne savait pas. Il plante le décor, il a fait une très longue déclaration où il donne vraiment, et on ne peut que l'en féliciter parce qu'on se plaint suffisamment souvent de la non-communication des parquets. Là, on a un procureur de la République, Olivier Janson, qui rentre dans les détails, qui ne fait pas la langue de bois et qui donne presque le chrono en indiquant les horaires à la minute près, 5h31, 5h42, 5h38, etc. Et il va balayer absolument toute l'histoire, en parlant même de l'histoire de ce couple, et il va revenir sur les emplois du temps des uns et des autres et les circonstances des interventions. Voilà. Alors le procureur poursuit ensuite et parle d'omerta à l'arrivée des forces de l'ordre. Regardez. À 6h05, les premiers gendarmes vont découvrir à ce moment-là un camp qui est plongé dans le noir. Et c'est au bout du camp qu'ils voient en revanche une vingtaine d'hommes qui les attendent et qui vont à leur rencontre. Et cet accueil qui est fait aux gendarmes va être un petit peu en décalage vis-à-vis des pompiers. Donc c'est une forme d'omerta qui va marquer le début de cette enquête, puisque concrètement, les gendarmes seront accueillis et invités à repartir aussi vite qu'ils étaient arrivés, avec peu d'explications. Il ne s'est rien passé, nous n'avons rien de particulier à vous dire. Alors, donc là, c'est ce que vous nous aviez dit, d'ailleurs, Michel, là, vous aviez les bonnes infos. Une fois de plus. Le procureur détaille comment les pompiers ont retrouvé Kenji. Il a visiblement été déplacé après le coup de feu. Alors, on ne sait pas s'il a été déplacé ou s'il s'est déplacé tout seul, parce que quand les pompiers arrivent, déjà, la caravane où le coup de feu est parti est située tout au fond du camp, et donc on ne la voit pas à l'entrée du camp. Et les gens du voyage attendaient les pompiers, ils avaient appelé les pompiers, ils attendaient les pompiers, ils les ont conduits jusqu'au bout du camp. Et là, les pompiers, quand ils arrivent sur place, ils voient un homme qu'ils n'identifient pas comme étant Kenji, assis sur une chaise, en caleçon, donc juste un caleçon pour tout vêtement, et visiblement dans un état comateux, avec beaucoup de sang sur lui. Et ils vont bien évidemment le prendre en charge, en compte médical immédiatement. Alors, le procureur Olivier Janson explique ensuite que plusieurs versions ont été données aux pompiers et aux policiers lors de leur arrivée. Regardez. Entendent que la blessure aurait été occasionnée à l'occasion d'un essai d'une arme à 5h du matin. Une autre personne indique que non, la victime est allée se coucher vers 22h et qu'on ne sait pas comment les choses sont arrivées. Et l'un des pompiers pense quant à lui qu'il s'agit peut-être d'une tentative d'homicide du fait de l'attitude du déplacement manifeste du blessé.
Alors, il paraît que Kenji était en caleçon et torse nu, c'est ça? Oui, il était assis sur une chaise en caleçon. Ouais. Et on sait maintenant que le coup de feu est parti de l'intérieur de la caravane. On l'a déjà dit hier, mais là, on a vraiment la confirmation officielle. Donc, il est où on l'a fait sortir, je vois bien l'intérêt de le faire sortir, Bon, on va voir ce que dit le où procureur. il est sorti lui-même. Oui. Quelques minutes plus tard, un enquêteur arrive sur place et là encore, c'est plutôt circulé, il n'y a rien à voir. Personne n'a envie de parler. Toutes les personnes présentes ont refusé de donner leur identité. Il n'y a aucune arme qui est visible à quelque endroit que ce soit. Donc nous n'avons pas de certitude à ce moment-là, mais nous avons beaucoup de questions. Aucune explication de la part des personnes qui sont présentes sur place. Je tenais à le rappeler pour que les uns et les autres puissent se souvenir et comprendre dans quelles circonstances ce cadre d'enquête a été décidé initialement. Alors, c'est très compliqué de mener l'enquête apparemment. Alors, on l'a dit, les gens du voyage et les autorités judiciaires font pas bon ménage. Les gendarmes ont reçu un accueil rugueux, qui a été qualifié de rugueux. Autant ils ont accueilli à bras ouverts les pompiers, autant les militaires de la gendarmerie se sont fait très mal accueillir. Et ils ont ce problème, c'est qu'ils n'ont pas d'armes, ils ne trouvent pas d'armes, alors qu'on a quelqu'un qui est blessé par arme à feu. Alors, vous allez voir, ce qui arrive est complètement fou, tous les extraits, parce qu'il y a des détails incroyables qu'on n'a même pas évoqués ici encore, nous. Hein, Olivier Janson donc, a ensuite évoqué les différentes pistes de travail au début de l'enquête. Elles étaient nombreuses. Regardez. Sont envisagées comme hypothèse celle de violence commise par une personne extérieure au camp, de violence à l'inverse qui aurait été commise par un proche, ou alors la compagne de la victime. C'est la deuxième hypothèse de travail, donc violence par une personne extérieure au camp, violence commise par un proche. Troisième hypothèse de travail, évidemment, c'est une possible tentative de suicide. Et une quatrième, c'est celle d'un éventuel accident. Alors, il va balayer ensuite, il va nous raconter beaucoup de choses. Le procureur raconte qu'au début, il ne savait pas à qui ils avaient affaire, hein, c'est ça? Ah oui, ils n'ont pas pu, personne, vous dire à quel point ces gens sont méfiants des gendarmes, ils n'ont pas dit que c'était quelqu'un de connu. Ils sont méfiants des gendarmes. Vous êtes, là vous portez un jugement à chaque fois sur la communauté. Non mais excusez-moi, non mais c'est vrai, arrêtez toujours, les gens sont méfiants, c'est normal. À un moment, on ne va pas dire, le gendarme est arrivé, il y a Kenji qui est blessé. À un moment, vous dites, voilà, il y a c'est que ça reste d'avant tout un être humain. Oui, c'est un homme blessé. Cyril, je me permets d'insister parce que tous les témoins de la scène ont refusé de donner leur identité. Oui, mais ils font ce qu'ils veulent. Bah, la preuve. Oui, mais ils font ce qu'ils veulent. Non, mais on n'a pas à les juger. C'est-à-dire que si les témoins de la scène, après, ils ont été obligés de les donner. Ils ont été obligés de les donner. Je ne juge pas. Oui. Je dis simplement ce qui s'est passé. On leur demande. Non, mais je dis pas. On leur demande leur papier, ils ne les donnent pas. Oui, mais ils vont être obligés de les donner s'ils vont témoigner. Bah, ils sont tous partis. Là, ils ont demandé les noms comme ça. Après, voilà, on sait comment ça se passe. Voilà, Gilles. Au moment des auditions, les 10 personnes auditionnées ont été auditionnées. Voilà. La solidarité des gens du voyage, Michel, il y a aussi ça qui peut être... Il y a plein de gens qui disent c'est pas bien de dire ça, etc. Mais ils sont comme ça. Après, on le sait, même les enquêteurs, ils le savent. Bien sûr. Ils savent que ça se passe comme culture. ça. C'est leur culture, voilà. Les chéris. Derrière, vous allez voir, hein, il y a 30 extraits, donc c'est un truc de fou. Vous allez voir, ça monte en puissance. Le procureur a ensuite expliqué en détail la blessure de Kenji. Et il n'hésite pas à dire que c'est un miraculé, Kenji. L'orifice d'entrée est situé au niveau du mamelon gauche et l'orifice de sortie se situe à l'arrière, dans le dos. La balle a suivi donc une trajectoire qui est du haut vers le bas et avec une distance susceptible de correspondre à un tir à bout portant. Il y a une perforation au niveau d'un poumon. La rate également a été touchée, ainsi que le diaphragme. C'est un trajet peut-être miraculeux puisqu'il ne touche donc aucun organe vital. Alors, et c'est ce que vous aviez dit, hein, Michel, vous avez dit que c'est passé à 2 cm. Hein. De la colonne vertébrale, enfin c'est un miraculé. Miraculé, ouais, c'est ça. C'est passé à ça du cœur et à ça de la colonne vertébrale. Enfin, et ça ne casse même pas une côte. Ça passe entre les côtes. Le projectile passe entre les côtes. Enfin, heureusement. Oui, évidemment. Alors, il explique ensuite que la compagne de Kenji est revenue quelques heures plus tard pour ouvrir la caravane et il explique ce qu'il trouve à l'intérieur.
Écoutez. À l'intérieur, donc, dans un état tout à fait propre, sans trace de lutte particulière. Il y a du désordre dans la première partie. Dans le salon, en revanche, il y a un lit bébé qui a été plus ou moins posé sur les canapés, mais aucune arme à l'intérieur de la caravane, alors que le coup tiré manifestement l'a été depuis l'intérieur de la caravane. Pas de traces d'étui non plus à l'intérieur de cet espace, à quelque endroit que ce soit. Alors, c'est vrai que Gilles, C'est ce qui attire tout de suite leur attention. Bien sûr. Pas d'arme à feu, pas d'étui alors qu'il y a eu un coup de feu. Donc là, ils commencent à se dire où est l'arme. Voilà. Alors, là, on va rentrer maintenant dans le début de l'enquête. Oui. La version de Kenji. Donc, le procureur a ensuite donné les explications de Kenji aux enquêteurs depuis l'hôpital, peu après 8 h du matin. Écoutez. Celui-ci parle d'un accident. Il ne donne pas d'éléments sur le contexte dans lequel cet accident serait intervenu. Il n'explique pas l'absence d'armes. J'ai fait ça tout seul. J'ai acheté une arme à la brocante à la Teste. Je l'ai manipulée. J'ai pas trop l'habitude. J'ai tourné le canon vers moi et le coup est parti. C'est un pistolet. Je n'avais pas enlevé le chargeur en bas. Je ne sais pas où il est. Peut-être que les autres l'ont jeté. J'étais seul avec ma femme dans la caravane quand ça s'est passé et il n'y a rien d'autre. Alors, ça, il donne la version donc, de Kenji et on le sent un petit peu, voilà, il est un petit peu suspicieux. C'est la première version, elle dure 5 minutes, elle est recueillie quand même dans des conditions médicales un peu particulières et les gens, enfin les enquêteurs ne croient pas, ne prennent pas pour argent comptant les déclarations de Kenji, d'autant qu'ils n'ont pas eu un bon accueil, d'autant qu'ils ne retrouvent pas l'arme. Alors justement, l'arme, ça va être juste après. Après hein. Il a ensuite expliqué comment l'arme a été retrouvée. Il parle de conditions atypiques, regardez. Incroyable. Par téléphone, avec une visio, qu'une personne non identifiée a expliqué aux gendarmes où l'arme pouvait être retrouvée. Donc concrètement, elle était à quelques dizaines de mètres de la caravane. Elle se trouvait donc dans un buisson, dans un roncier. L'arme était retrouvée. En revanche, il n'y avait pas de chargeur. Il va falloir attendre 12h40, l'arrivée du père et d'un oncle de Kenji Girac pour expliquer que le chargeur présente également un intérêt. L'oncle en question est allé le rechercher dans une caravane. C'est pas logique. Alors, donc voilà, vous en parlez souvent, Michel, l'arme. Donc ce qu'il dit, elle a été retrouvée dans des conditions atypiques. Complètement atypique. Les gendarmes n'arrivaient pas à obtenir ni d'explications ni de confidence de la part de personne. Il a fallu qu'ils appellent le père de Kenji en lui disant que c'était important, que son fils était blessé. Et finalement, par visioconférence, avec le portable, le père de Kenji a parlé à un membre de sa famille en lui disant non, il faut retrouver l'arme. Et c'est par ce moyen-là qu'en direct, ils ont retrouvé l'arme qui était à une dizaine de mètres de la caravane. Mais il n'y avait pas de chargeur, on n'a toujours pas la douille, et à l'époque, on n'avait pas la balle. Alors, il a ensuite parlé de l'état de fonctionnement de l'arme et explique qu'il y a plusieurs sûretés dessus. Écoutez. C'est une arme qui possède des sécurités et des sûretés, 2 sûretés et 3 sécurités. Concrètement, un coup ne peut pas partir tout seul. Si on n'appuie pas avec la paume de la main, la détente est bloquée, le coup ne peut pas partir. Conclusion, un accident, un tir intempestif qui est de manière générale extrêmement peu probable s'agissant d'armes de poing de cette nature, en l'occurrence, est jugé impossible. Alors oui, donc ça c'est important ça quand même. Bah, c'est très important parce que la première version donnée par Kenji, c'est une version accidentelle. Et là, l'expert en balistique a rendu son rapport. Alors il dit qu'il y a beaucoup trop de gens qui ont touché l'arme. Alors ça, c'est un autre problème. Ouais. J'étais sur l'écran de sécurité. Il y a 5 sécurités sur cette arme. Notamment, quand on prend la crosse, il faut appuyer sur ce qu'on appelle la pédale pour que le coup puisse partir. Et après, il y a d'autres crans de sécurité. Il y a 5 sécurités. Donc,
le coup accidentellement, avec un 1143 comme ça, ne peut pas partir accidentellement. Et Ça, c'est le premier point. il dit que trop de gens ont touché l'arme, donc c'est Et compliqué. alors, comme tout le monde a tripoté cette arme, ceux qui l'ont cachée, ceux qui l'ont retrouvée, parce qu'ils ont retrouvé finalement l'arme donc à une dizaine de mètres, elle est salie, elle est souillée, ce qui fait qu'on ne peut pas en extraire ni de l'ADN ni des empreintes digitales. Donc de ce côté-là, on ne saura pas, ça n'apportera pas d'éléments pour l'enquête. Il dit tout de suite que ça compromet le travail d'enquête habituel.